elle a maudit toute sa famille pour que ses filles réussissent. Les histoires de Plovdiv. Dans la nuit silencieuse, les ombres rôdaient autour des maisons. Dans ce village, les gens murmuraient à propos d'étranges créatures qui se cachaient dans l'obscurité. Ce n'étaient pas des insectes ordinaires. Non, c'étaient des cafards envoyés avec de sinistres intentions, s'infiltrant dans les foyers pour espionner et semer le malheur à ceux qu'ils touchaient. Derrière tout cela, il y avait quelqu'un qui observait, caché et amer, ricanant doucement dans l'ombre. Il y avait une femme à Betty, Kanza. Elle était la seule fille parmi ses 3 frères. Ses frères étaient des hommes travailleurs qui cultivaient les vastes terres de leur père. Kanza avait grandi aux côtés de ses 3 frères. Leur père, un ancien respecté de Betty, avait réparti ses terres entre ses fils selon la tradition. Yaba, l'aîné, avait reçu la plus grande part, Makori les terres voisines, et le plus jeune avait hérité de la maison familiale, comme le voulait la coutume. Mais Kanza, en tant que seule fille, n'hérita ni de terre ni de biens. Il était entendu qu'un jour, elle se marierait et partirait vivre avec son mari, et donc aucune terre ne lui fut réservée. Peu de temps après le décès de leur père, un marchand arriva à Betty, vendant des vêtements et des perles au marché. Kanza, jeune et curieuse, le rencontra par hasard. Ils partagèrent de brefs instants dans l'ombre, des promesses qu'elle crut, peut-être un peu trop vite. Peu après, Kanza se découvrit enceinte. Mais le marchand était introuvable. Il avait quitté le village, emportant avec lui les rêves qu'elle avait osé chérir. À Betty, une femme avec un enfant hors mariage était vue avec mépris. Les femmes âgées du village avaient senti son secret, bien avant qu'elle ne le réalise elle-même. Elle passait près d'elle avec des regards entendus, échangeant des murmures et des coups d'œil. Mais aucune n'osa jamais lui parler en face. Sa famille était encore respectée, et personne ne voulait salir la mémoire de son père. La mère de Kanza, cependant, ne fut pas épargnée par le chagrin. Elle devint frêle, portant le poids de la honte et des murmures, se reprochant de ne pas avoir bien élevé sa fille. Elle observait sa fille, celle qui autrefois marchait la tête haute, désormais courbée, l'esprit affaibli. Et pourtant, à la naissance de sa petite fille Nanga, elle l'aimait d'un amour doux et silencieux, marqué par la tristesse. Mais la douleur de la situation resta en elle, la rongeant jusqu'à ce qu'un soir paisible, elle s'éteignit, laissant ses enfants et sa petite fille, Nanga, dans la maison familiale. Les années passèrent. Yaba et Makori se marièrent et construisirent leur maison sur leur terre. Le village célébra leur mariage et les bénédictions de la famille semblaient briller sur eux. Mais Kanza, elle resta dans la maison familiale avec Nanga. Même si elle y vivait, elle savait que la maison était en réalité destinée à Sama, le plus jeune frère. C'était une loi que personne ne remettait en question, une tradition gravée dans les os de leur peuple. Lorsque le silence de la maison familiale devenait trop lourd, Kanza cherchait de petits réconforts. Elle commença à faire entrer ses amants dans la maison quand le village dormait, calme et sans bruit. Kanza se rendit compte un jour que la vie grandissait à nouveau en elle. Elle attendait un autre enfant qui naîtrait sous sa garde, mais en dehors des règles, en dehors des traditions qui guidaient la vie de ses frères. Les gens de Betty recommencèrent à parler. Leurs murmures remplissaient l'air. Mais cette fois, elle n'y prêta presque pas attention. Son cœur s'était endurci, dissimulé derrière la honte, la douleur et ce sentiment que la vie l'avait injustement traité. Un jour, Sama, le plus jeune des frères, se maria. Et bientôt, les gens commencèrent à se demander ce que cela signifiait pour Kanza. Les chuchotements devinrent plus forts, et parfois, au marché, on l'arrêtait, avec une méchanceté à peine cachée, pour lui demander « Kanza, où vas-tu trouver ta propre maison maintenant ? Sama est marié, c'est chez lui ici. » Ces mots la frappèrent, car Kanza savait que son temps dans la maison familiale touchait à sa fin. Où pouvait-elle aller ? Ses frères avaient leur terre, leur foyer, ou faire grandir leur famille. Elle n'avait rien, rien que des souvenirs et des rêves brisés. L'amertume, qui n'avait été qu'une braise lente, devint une flamme vive, un feu de colère qu'elle ne pouvait plus contenir. La femme de Sama s'installa dans la maison familiale, rayonnant de la fierté d'une jeune mariée. Elle arrangea les pièces, décora la maison et apporta sa joie dans ses murs. Kanza observait tout cela, le cœur serré. Elle se sentait étrangère dans son propre espace, cet espace autrefois familier désormais envahi par les signes de son exclusion. Vivre dans la même maison avec la femme de Sama engendra un début de tension entre les deux femmes puisqu'elles partageaient une chambre commune qui était considérée comme le salon.
Le ressentiment de Kanza couvait sa colère s'exprimant par de petits gestes. Quand la femme de Sama décorait un coin du salon, Kanza attendait qu'elle ait terminé, puis changeait tout. Si elle voyait un nouvel objet joliment posé sur une table, elle les retirait, murmurant pour elle-même « C'est encore la maison de mon père. Elle ne peut pas agir comme si elle en était la maîtresse. » Mais bientôt, ces petits gestes se transformèrent en hostilité ouverte. Kanza critiquait la femme de Sama pour sa cuisine, son ménage, même sa façon de parler. Elle faisait tout pour que la jeune femme se sente petite, étrangère dans sa propre maison. Nouvelle dans la famille, la femme de Sama tentait de garder la paix. Elle choisissait le silence plutôt que le conflit, espérant que la colère de Kanza finirait par s'apaiser. Mais au contraire, Kanza devenait plus audacieuse. Les mois passèrent, et un matin, Sama décida de ne pas aller au marché. Il voulait rester auprès de sa femme enceinte. Il remarqua son silence, sa façon de se déplacer sans sa légèreté habituelle. Alors qu'il cherchait comment lui demander ce qui n'allait pas, il entendit la voix de Kanza résonner dans la cour. « Une femme doit connaître sa place dans une famille », criait Kanza d'une voix dure. « Tu crois que tu peux dormir jusqu'au coucher du soleil ? Réveille-toi. Personne ne cuisinera pour toi ici, femme paresseuse. » La femme de Sama bondit hors du lit, le visage pâle, essayant de garder son calme. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Kanza ouvrit violemment la porte, le visage tordu par l'amertume. Sama regardait, le cœur battant de colère. Il se leva, la voix ferme. « Ça suffit, Kanza. » Elle se retourna, les yeux grands ouverts de surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que Sama soit là. Mais il la fixa, avec une fermeté qu'elle ne lui avait jamais connue. « Tu ne peux pas traiter ma femme de cette manière, » dit-il. « Tu lui fais peur. C'est elle la maîtresse de cette maison, maintenant. » Kanza voulut répondre, discuter. Mais la voix de Sama s'éleva encore. « Deux reines ne peuvent pas vivre dans la même cour, Kanza. Tu le sais aussi bien que moi. C'est chez moi, et il est temps que tu l'acceptes. » Un instant, le silence tomba. Kanza ressentit les paroles de Sama comme des coups. Elles la frappèrent profondément. Ce n'était plus son espace, ce n'était plus la maison de son père, mais celle de Sama, de sa femme, et bientôt, de leurs enfants. Voyant la douleur dans les yeux de sa sœur, Sama ajouta avec compassion « Je ne vais pas te mettre à la porte sans rien. Je parlerai à nos frères et nous t'aiderons à trouver un bout de terre pour y construire ta propre maison. En attendant, tu pourras rester dans la maison à l'arrière. Mais ceci s'arrête maintenant, Kanza. Tu dois respecter ma femme, chez elle. » Cette nuit-là, le cœur de Kanza brûlait d'une rage incontrôlable. Elle resta éveillée, l'esprit tourmenté par la colère et la honte. Les paroles de Sama résonnaient encore dans sa tête. Deux reines ne peuvent pas vivre dans la même cour. Comment avait-il pu dire une chose pareille à sa propre sœur? Dans son esprit, elle revivait sa vie à Betty, et tout ce qu'on lui avait arraché, les terres de son père, sa réputation, sa mère, et maintenant même la maison familiale. Elle serrait les poings, la mâchoire crispée, avec l'impression qu'on lui avait volé tout ce qui lui revenait de droit. Nuit après nuit, elle restait éveillée, regardant fixement l'obscurité, entendant chaque rire heureux de Sama et de sa femme. Après cette confrontation, ses frères se sentirent mal à l'aise. Ils savaient, au fond, que même si les actes de Kanza avaient été déplacés, elle n'avait nulle part où aller. L'idée de leur sœur vivant dans la petite maison des invités les troublait. Après tout, la famille restait la famille. C'était sacré. Après de longues discussions, ils décidèrent que Yaba, l'aîné, celui qui possédait le plus de terre, lui donnerait un petit lopin de terrain. Ensemble, Yaba, Makori et Sama contribuèrent à construire une maison modeste pour Kanza, où elle pourrait vivre avec ses filles, Nanga, et sa cadette, Kedia. C'était une petite maison, humble, pas loin des grandes maisons de ses frères, mais elle suffisait. Ils rassemblèrent même quelques meubles, sachant que Kanza aurait besoin d'un coup de main pour repartir de zéro. Et ainsi, la nouvelle maison de Kanza prit forme sous les regards bienveillants de ses frères. Mais Kanza n'éprouvait aucune joie en y emménageant. La réalité de sa vie lui pesait comme une pierre au cœur. Elle n'avait pas le choix, il lui fallait travailler. Sama lui trouva une place dans le marché pour vendre des produits frais. Elle s'y rendit à contre-cœur, simplement pour gagner de quoi vivre. Mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que c'était un travail de servante, une tâche indigne d'elle. Toute sa vie, elle avait vécu dans la maison familiale, aidant à la maison, mais sans jamais avoir à travailler pour de l'argent. À présent, elle n'avait plus d'alternative. Jour après jour, elle se rendait au marché, et à chaque transaction,
sa colère grandissait. Et plus les jours passaient, plus le ressentiment de Kanza enflait. Elle observait ses frères prospérer, leur maison remplie de joie et d'amour. Leurs femmes, avec leurs grandes fermes et leurs enfants épanouis, l'invitaient de temps en temps, tentant de la garder proche, lui offrant un goût de la chaleur familiale. Mais pour Kanza, ces invitations n'étaient que des rappels cruels de tout ce qu'elle n'avait plus. Elle voyait leur vie pleine d'abondance, des enfants riant sans souci, mangeant les produits des terres de son père, portant de beaux habits venus d'autres villages. La différence était flagrante, et chaque fois qu'elle entrait dans leur maison, la pointe de la jalousie devenait plus vive la nuit, dans le silence de sa petite maison. Le cœur de Kanza s'assombrissait. Elle voyait désormais ses frères comme la source de toutes ses souffrances. À ses yeux, ils menaient une vie grandiose, tandis qu'elle et ses filles peinaient avec les miettes qu'on leur avait laissées. Elle commença à échafauder des idées pour les rabaisser, pour leur rappeler qu'elle faisait aussi partie de cette famille, qu'elle méritait autant qu'eux. Nanga, sa fille aînée, n'était encore qu'une jeune fille, les yeux grands ouverts, le cœur réceptif à chacune des paroles de sa mère. Kanza avait élevé Nanga dans le reflet de sa propre amertume, lui transmettant sa colère, en lui soufflant les mêmes rancunes qu'elle avait elle-même nourries pendant des années. Elle asseyait sa fille près d'elle, lui murmurant des mots chargés de ressentiment, plantant dans son cœur les graines de la haine. « Ils pensent qu'ils valent mieux que nous », murmurait Kanza d'une voix basse et dure. « Ils rient de nous, persuadés que nous leur sommes inférieurs. Tes oncles ne pensent qu'à eux-mêmes et à leurs enfants. Ne te laisse pas duper. Ils se croient spéciaux, ils se croient supérieurs à toi. » Nanga écoutait en silence, laissant ses paroles se graver dans son esprit. Elle croyait chaque mot de sa mère, les prenant pour des vérités. Alors, quand ses cousins venaient jouer avec elle, essayaient de l'inclure dans leurs rires et leurs jeux, Nanga se détournait, le cœur durci par le venin maternel. Les cousins s'en rendèrent compte. Ils chuchotaient entre eux, se demandant pourquoi Nanga était toujours si distante, si froide. Mais personne n'osait poser la question, car la fracture était silencieuse, mais profonde, comme une ombre qui s'était étendue sans qu'on s'en rende compte. Les années passèrent, et les filles de Kanza grandirent ainsi que leurs cousins. Tous étaient presque élevés ensemble, mais séparés par un mur invisible de rancune. Lorsque vint le moment pour les enfants de partir à l'université, le cœur de Kanza se serra. Tous les enfants de ses frères, même ceux plus jeunes que Nanga, avaient réussi brillamment leurs examens et obtenu des places dans les meilleures universités, certaines dans de grandes villes pleines d'opportunités. La joie qui régnait dans les maisons de ses frères était pour Kanza comme du sel sur une plaie ouverte. Les rires, les étreintes et les sourires de fierté emplissaient l'air pendant que les enfants préparaient leurs affaires. Pendant ce temps, Nanga, la fille aînée de Kanza, recevait ses résultats avec des mains tremblantes. Elle n'avait pas obtenu les notes suffisantes pour intégrer une université. La nouvelle frappa Kanza comme un marteau. Sa fille, sa fierté, son miroir avaient échoué là où les autres brillaient. Et même si ses frères, dans leur bonté, lui proposèrent de payer pour que Nanga refasse son année scolaire, comme ils l'avaient déjà envoyé dans les mêmes bonnes écoles que leurs enfants, Kanza se sentit profondément humiliée. La jalousie de Kanza était devenue monstrueuse. Elle ne supportait plus de voir les autres s'épanouir pendant qu'elle se fanait dans l'ombre. Par une nuit, elle s'éclipsa discrètement de sa maison et emprunta un sentier qui la mena chez le vieux Nganga, le féticheur du village. Elle était déjà allée voir ce vieux féticheur, dans des moments de désespoir, implorant le féticheur de jeter des sorts pour ternir la réussite de ses frères. Mais ses demandes avaient toujours été mesurées, jamais pour les anéantir, juste assez pour qu'ils sentent sa douleur. Mais cette nuit était différente. Cette nuit, elle voulait tout. Quand Kanza entra, le féticheur était assis là, comme s'il l'attendait. « Encore toi », dit-il d'une voix basse et lourde. « Tu voulais seulement éteindre leur lumière, les faire trébucher, pas les détruire. Leurs récoltes ont échoué la saison dernière. Ils ont ressenti le poids de ta jalousie. Et maintenant ? Que veux-tu, Kanza ?» Son visage était figé, froid. « Ce n'est pas assez », répondit-elle entre ses dents serrées. « Je les vois, leurs enfants, réussir tous leurs examens, partir dans les grandes villes faire des études. Et ma propre fille, laissée derrière, humiliée, honteuse ?» Elle se pencha en avant, sa voix rauque. « Maintenant, je veux le contrôle. Je veux voir tout ce qu'ils font, entendre chacun de leurs mouvements et décider moi-même de leur sort. » Le féticheur la regarda longuement
en silence, lisant la dureté dans ses yeux, les ombres qui avaient lentement envahi son cœur au fil des années. « Ce que tu demandes, murmura-t-il, exige un sacrifice. Il exigera quelque chose de précieux. » Mais Kanza ne trembla pas. Son cœur était devenu pierre, son esprit entièrement fixé sur la destruction du bonheur de ses frères. « Dis-moi ce que je dois faire, » dit-elle d'une voix basse et menaçante. « Je suis prête. » Le féticheur hocha lentement la tête et prit une boîte. Il l'ouvrit et en sortit 3 objets. Une petite pierre noire, une figurine de bois sculptée et un cafard enfermé dans une petite bouteille. « Ce sont des objets de pouvoir, » dit-il. « Choisis-en un. Avec ça, tu verras, entendras et influenceras leur vie. » Le regard de Kanza se fixa sur le cafard. Ses lèvres se courbèrent en un sourire sombre. « C'est celui-ci, » dit-elle, tendant la main vers la bouteille. « Ce sera mon arme. » Le regard du féticheur resta grave, ses yeux emplis d'avertissements silencieux. « Ainsi soit-il, » murmura-t-il en refermant la boîte. « Mais souviens-toi, cet esprit devra être nourri. Le roi cafard demandera des sacrifices. Chaque fois que tu l'appelleras, il prendra une part de toi, petit à petit. » Il ne termina pas sa phrase, mais Kanza ne s'en souciait pas. Elle était prête à tout donner, quoi qu'il en coûte. De retour chez elle, Kanza serrait le cafard dans ses mains, sentant son étrange pouvoir glacial se diffuser en elle. Elle attendit l'aube, assise dans le silence de sa maison, le regard vide, l'esprit rempli de l'image du bonheur de ses frères se transformant en cendres. Le lendemain, Kanza s'assit dans un coin, ferma les yeux, serra le cafard contre sa poitrine et murmura les mots que le féticheur lui avait appris. Une étrange énergie la traversa, et sous ses yeux, le cafard se multiplia. Ils quittèrent la maison comme par magie, glissant dans l'ombre vers les demeures de ses frères. À cet instant, Kanza se sentit puissante, comme si elle tenait le destin de toute sa famille dans ses mains. Elle sourit, satisfaite. Mais au fil des jours, elle ne put résister. Elle utilisait les cafards, scrutant chaque détail, écoutant chaque conversation. Et à chaque utilisation, une lourdeur étrange s'installait dans sa poitrine. Un froid qui s'infiltrait lentement en elle. Le féticheur l'avait prévenue, mais elle n'avait pas compris l'ampleur du poison qu'elle acceptait. Et chaque projet qu'elle entendait, chaque idée heureuse qu'elle interceptait, elle le détruisait avant même qu'il ne commence. Alors que le pouvoir de Kanza sur ses frères grandissait, des choses étranges commencèrent à se produire dans Betty. Les cultures flétrissaient malgré un climat idéal. De petits malheurs frappaient les familles de ses frères, juste assez pour ternir leur joie, pour faire naître le doute et l'inquiétude. Et dans l'ombre, Kanza souriait, se nourrissant de ses malheurs. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'était ce que cela lui coûtait. Lorsque le roi cafard demandait du sang, pour Kanza, le choix était facile. Elle sacrifiait les enfants à naître de ses frères. Ses belles-sœurs perdaient leur grossesse. Et lorsqu'elle n'en trouvait pas dans sa famille, elle sacrifiait un enfant du village. Avec Nanga, sa fille aînée à ses côtés, elle étendit sa haine à tout le village. Désormais, si quelqu'un semblait réussir, si elle ressentait même un soupçon de jalousie, elle envoyait ses cafards. Les cafards glissaient sous les portes, dans les fissures des murs, sous les lits, observant chaque geste, écoutant chaque murmure. Dans certaines maisons, ils semaient la pagaille. Des documents importants disparaissaient, des objets précieux étaient retrouvés souillés. Kanza et Nanga se régalaient des récits des phénomènes étranges qui se répandaient dans Betty. Peu à peu, elles prenaient de l'assurance, devenant plus créatives dans leurs actes. Un soir, Nanga découvrit un nouveau tour. En espionnant un de ses cousins tard dans la nuit, le cafard se positionna juste au-dessus de son bureau pendant qu'il étudiait et terminait ses devoirs. Le lendemain, Nanga raconta fièrement à sa mère comment le cafard pouvait lui transférer tout ce que son cousin écrivait. Chaque réponse qu'il a retenue, chaque mot. « C'est comme si j'étudiais avec lui », chuchota-t-elle avec excitation. Le visage de Kanza s'illumina de fierté. « C'est bien plus que ce que j'avais espéré », murmura-t-elle, une lueur mauvaise dans le regard. « Nous allons tout leur prendre, leur savoir, leur réussite, qu'ils luttent pendant que nous nous élevons. » Dès ce jour, Nanga ne révisa plus jamais seul. Les cafards suivaient ses cousins et même certains de ses camarades de classe, rassemblant en silence leurs devoirs, leurs réponses, leurs efforts. Quand les examens arrivèrent, les cafards lui transféraient les bonnes réponses et elle réussit haut la main. Sa mère était comblée. Enfin, sa fille accomplissait tout ce qu'elle avait rêvé.
et c'était aux dépens de ceux qu'elle enviait le plus. À la fin de l'année, les résultats de Nanga lui valurent de nombreuses bourses. Elle pouvait désormais choisir entre plusieurs écoles prestigieuses. Pendant ce temps, son cousin, cet élève brillant qui était autrefois la fierté de Betty, restait figé devant ses résultats, incrédule. Sa famille était sous le choc. Ses parents, dévastés, n'arrivaient pas à comprendre comment leur fils, autrefois modèle, avait pu échouer ainsi. Quand les résultats de Nanga arrivèrent, ses oncles, toujours bienveillants et fiers, organisèrent une grande célébration. Ils invitèrent la famille et les amis à festoyer chez eux, ravis des succès de leur nièce. Pour Kanza, ce n'était pas juste une fête, c'était une victoire. Elle attendait ce moment depuis si longtemps, voir dans les yeux de ses frères ce qu'elle avait ressenti pendant des années, l'inquiétude, l'incertitude, la peur de l'échec. Ses oncles levèrent leurs verres, à l'avenir brillant de Nanga, à ses bourses, à sa réussite. Mais Kanza, assise dans un coin, restait silencieuse. Ses lèvres formaient un sourire mince, victorieux. Elle a observé, écouté les voix baissées de ses frères, parlant de leurs affaires en difficulté. Leurs visages étaient sombres. Les récoltes avaient encore échoué. Le marché ne leur était plus favorable. Leurs épouses avaient commencé à couper les dépenses, cherchant des moyens d'économiser sur la nourriture, les vêtements et surtout de continuer à payer les frais de scolarité. L'un d'eux, Yaba, mentionna même avoir vendu une partie de ses terres pour rembourser des dettes. Kanza écoutait grâce au cafard, le cœur gonflé d'un plaisir sombre. Enfin, il souffrait. Enfin, il ressentait ce que c'était que de perdre, d'être impuissant, d'être petit. Ses filles auraient tout ce qu'elles-mêmes avaient toujours désiré. Et ses frères, eux apprendraient ce que signifiait être privés, oubliés, abaissés. Des années de malheurs inexpliqués avaient frappé Betty. Un matin, la femme de Makori rendit visite à celle de Yaba. Après quelques politesses, elle alla dans la cuisine pour prendre de l'eau. Mais en ouvrant le placard, elle s'immobilisa. Un cri mourut dans sa gorge. Des cafards, des dizaines, rampant dans l'ombre. Elle trébucha. « Oh, sœur !» s'exclama-t-elle. « Toi aussi tu as ça? J'en ai vu chez moi. Mais jamais autant, jamais comme ça. C'est terrifiant. » La femme de Yaba secoua la tête, le visage blême. Elle murmura, la voix tremblante. Ils avaient tout essayé. Les produits antinuisibles, les désinfections, les cafards revenaient toujours. La femme de Makori poussa un soupir, le regard inquiet. « Ma sœur, après tout ce qu'on a traversé, tu ne penses pas qu'il est temps de chercher de l'aide spirituelle? On ne peut plus fermer les yeux. » La femme de Yaba hocha la tête, le cœur lourd. Elle savait cette vérité depuis longtemps, mais elle avait trop peur pour l'affronter. « Tu as raison, » murmura-t-elle. « Quelque chose d'obscur s'est installé parmi nous, et ce n'est pas naturel. » Peu après, la femme de Yaba et femme de Makori consultèrent une voyante. Les yeux clos, la voix basse, la voyante invoqua les forces cachées, cherchant à percer le voile des ténèbres. Enfin, elle parla. « L'obscurité vient de votre propre famille. » Leurs yeux s'écarquillèrent, révélant une vérité cruelle. Les deux femmes restèrent muettes, le cœur brisé par cette trahison. De retour chez elles, elles partagèrent la nouvelle avec la femme de Sama. Et ce fut elle qui prit la parole. « Nous ne pouvons pas la combattre avec la même obscurité qu'elle a utilisée. Cela ne ferait que nous enchaîner à son mal. Nous devons nous tourner vers la lumière, vers la prière, car seule la lumière peut nous libérer. » Alors, la femme de Sama commença à prier. D'abord doucement, mais sa voix gagna en force, remplie d'une conviction profonde. Elle priait pour la délivrance, pour la protection et pour la force de briser la malédiction. Pendant ce temps, Kanza savourait son triomphe. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours désiré. Nanga avait obtenu son diplôme avec mention et devait passer un entretien pour un poste important dans une semaine. Ses frères, eux, étaient au plus bas. Et pour la première fois, elle se sentait au-dessus d'eux. Ce jour-là, Kedia, la plus jeune fille de Kanza, nettoyait la chambre de sa mère. C'était une enfant douce, au cœur pur, celle que Kanza ignorait souvent. En rangeant l'étagère du haut, elle fit accidentellement tomber une calebasse, posée là depuis longtemps. Le récipient se brisa sur le sol. Quand Kedia se pencha pour ramasser les morceaux, un énorme cafard s'échappa en courant, son corps brillant d'une étrange lueur. Pensant qu'il ne s'agissait que d'un nuisible de plus, Kedia l'écrasa d'un coup sec du pied. Elle venait, sans le savoir, de tuer le roi cafard,
le cœur de la magie de Kanza, la source de son pouvoir, mystiquement liée au succès de Nanga et à la puissance de Kanza. Au même instant, une onde de choc terrifiante traversa le corps de Kanza. Elle poussa un cri étouffé. Une douleur brûlante, d'une violence inouïe, naquit dans sa poitrine et se propagea rapidement dans tout son être. C'était comme si des flammes lui dévoraient l'intérieur, griffant son âme à vif. Kanza chancela, la main sur sa poitrine, haletante, alors qu'une force invisible la saisissait avec une brutalité implacable. Elle avait l'impression d'être mise à nu, chaque mauvais acte exposé, son âme ouverte comme un livre maudit. La femme de Sama, qui priait sans relâche. Les cafards que Kanza avait envoyés commencèrent à ramper hors de chaque fissure, chaque recoin. Ils fuyaient sa maison, sa chambre, comme si la lumière les avait consumés. Un hurlement de douleur déchira la gorge de Kanza. Elle sentait son pouvoir s'échapper, sa prise sur Nanga, sur tout, se désagréger. « Non, pas comme ça. J'avais tout !» cria-t-elle, griffant le sol, désespérée de retenir ce qui lui restait. Sa voix n'était plus qu'un mélange de rage et de désespoir, une confession finale. « Pardonnez-moi !» hurla-t-elle à personne en particulier, la voix brisée. « C'était moi, c'est moi qui ai envoyé les cafards, les malédictions, les fausses couches. Je voulais qu'ils souffrent comme moi. » À présent, tout le village de Betty s'était réuni devant chez elle, attiré par ses cris. Leurs visages étaient figés par le choc, la trahison et le dégoût. Un à un, ses proches comprirent. Kanza était la source de tout leur malheur. Elle avait empoisonné leur vie avec sa jalousie, détruit son propre sang pour une vengeance tordue. Sa confession résonna, froide et amère, suspendue dans l'air. Les villageois s'avancèrent vers elle, le visage dur, leur voix chargée de colère. « Tu nous as trahis, tu as trahi ta propre famille. » Ses frères, qui autrefois l'avaient tant aimée, ne pouvaient soutenir son regard. Elle n'était plus leur sœur, mais une ombre, un monstre. Et pourtant, ils ne purent l'abandonner. Malgré tout, elle restait leur sang. Ils l'entourèrent, essayant de la protéger de la foule furieuse. « Attendez, écoutez au moins, c'est notre sœur !» Mais les villageois étaient incontrôlables. Ils ne voulaient pas de pardon. Ils voulaient la voir brûler, cette sorcière. « Elle a volé nos enfants! Qu'elle brûle, cette maudite !» Ils frappèrent ceux qui tentaient de s'interposer. Les frères furent vite maîtrisés. Et alors, les flammes jaillirent. Elles s'enroulèrent autour de Kanza, la dévorant, alors qu'elle tournoyait, hurlant, tentant désespérément de les étouffer avec ses mains nues. Ses frères détournèrent les yeux, incapables d'affronter l'horreur. Ils rentrèrent chez eux, assis en silence dans leur cour, le cœur rempli de deuil. Dans les coins, leurs épouses chuchotaient « Avons-nous bien fait ? Aurions-nous dû essayer de la sauver ?» Mais il était trop tard. Un air lourd, chargé de tristesse et de regret, s'abattit sur le village de Betty. Dans les mois qui suivirent, la vie reprit doucement son cours, mais rien ne serait plus jamais comme avant. Nanga enchaîna les entretiens d'embauche, sans succès. Les enseignements de Kanza l'avaient trop marqué. Un poison l'habitait encore. La rancœur bouillonnait en elle, contre ses oncles, contre son cousin, celui dont elle avait volé les résultats, et qui désormais brillait dans sa carrière. Pleine d'orgueil blessé, Nanga refusa toute aide. Elle sombra, jusqu'à se vendre pour survivre, plutôt que d'accepter le moindre soutien. Sa sœur Kedia, pourtant innocente et douce, souffrit tout autant. Le nom de la famille était entaché à jamais. Même si la malédiction avait disparu avec Kanza, les regards restaient lourds sur les filles. Et les oncles, malgré leurs efforts pour pardonner, ne purent jamais regarder Kedia comme avant. Le village murmurait, craignant que les filles aient hérité de l'obscur héritage de Kanza. La peur flottait dans l'air. Personne ne les approchait, car dans les yeux des deux sœurs, ils voyaient encore l'ombre du péché de Kanza. Quand la douleur n'est pas guérie, elle devient une arme contre les innocents. Le feu de la vengeance finit toujours par brûler celui qui l'allume. Ce que tu sèmes dans la colère, tu le récolteras dans les larmes. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.